Depuis 2017, le gouvernement a beaucoup baissé les impôts sur les ménages, mais aussi sur les entreprises, et s'est privé d'à peu près 50 milliards de recettes par an. Et donc, aujourd'hui, effectivement, quand on regarde la politique du gouvernement dans les années passées, on ne voit pas une priorité à la baisse du déficit, puisqu'il y a vraiment eu des baisses importantes de recettes, et en face des baisses de dépenses. Donc, on a plutôt le sentiment qu'il y a des baisses de recettes qui sont une explication du déficit, mais que le gouvernement en est en partie responsable. Alors Bruno Le Maire affirme donc que le retour des déficits sous la barre des 3% reste l'objectif. Aujourd'hui, je précise les choses, le déficit est à 5,5% du PIB, les prévisions c'était 4,9%, ça a donc déjà dérapé par rapport aux prévisions. Est-ce que cet objectif, c'est-à-dire repasser sous la barre des 3%, qui est une sorte de règle budgétaire européenne, est-ce que c'est tenable et est-ce que c'est souhaitable ? Tenable, je ne sais pas. Souhaitable, peut-être pas. Effectivement, on a un déficit important. Il n'y a pas le feu. Vous posiez la question au début. Il n'y a pas le feu parce que la France emprunte aujourd'hui pour pas cher. Mais il y a vraiment une nécessité de réduire au fur et à mesure le déficit parce que ça coûte des intérêts chaque année à la France. Maintenant, si on fait ça trop vite et si on fait ça en même temps que les autres pays européens, il était question de l'Italie sur votre antenne il y a quelques minutes, on risque d'avoir le même épisode qu'en 2010 où tous les pays européens ont fait de l'austérité en même temps. Et la conséquence, ça a été un ralentissement économique pendant plusieurs années, et puis avec des conséquences sociales très dures. On peut se rappeler des fermetures d'hôpitaux, des baisses de retraite en Grèce, par exemple. Est-ce que, quand vous mentionnez la Grèce, évidemment, ça crée l'effroi. La Grèce, on le sait, a traversé une crise budgétaire majeure, avec des conséquences pour toute la population, pour les fonctionnaires d'abord, mais pour les autres aussi. Est-ce que quand on agite cet exemple de la Grèce, on est réaliste? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il faut se dire, la France, ça peut aussi être la Grèce? Non, non, pas du tout. La Grèce était dans une situation particulière. L'exemple que je voulais donner de la situation européenne, c'est l'exemple de l'austérité coordonnée. Si on fait une austérité coordonnée un peu précipitée, en disant il y a le feu et tout de suite on coupe dans les dépenses de manière dure, on risque de créer des problèmes plus gros que ceux qu'on essaye d'affronter. Le déficit, c'est un problème, mais il y a d'autres problèmes auxquels on doit faire face. Il y a la question de la transition écologique, il y a la question de la santé, de l'éducation aussi. Et par exemple, quand des écoles ne sont pas suffisamment financées, comme c'est le cas en ce moment en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas un plus petit problème que le déficit public, et il faut tenir les deux ensemble. Donc pour vous, c'est aussi une question de choix dans les priorités, dans ce que l'on tient ou qu'on ne tient pas. Vous évoquiez la question des voisins et est-ce qu'on fait tout ça ensemble ou pas? Est-ce que vous pouvez nous donner une indication sur la situation de l'Allemagne, de l'Italie, de nos voisins? Alors, je n'ai pas passé tous les pays en revue, mais il y a un ralentissement économique, par exemple, important en Allemagne. Il y a un ralentissement économique dans beaucoup de pays en même temps. Et c'est ça qui est inquiétant. Si vous avez un pays qui est très dynamique, c'est un peu plus facile de faire des économies dans les pays voisins parce qu'on va bénéficier de leur croissance. Si tous les pays sont au ralenti en même temps, alors l'austérité coordonnée devient de plus en plus dangereuse. Et vous parliez de choix politique, il y a aussi un choix qui, pour l'instant, est celui du gouvernement, qui est de dire le déficit budgétaire, on va le réduire uniquement par la réduction des dépenses publiques et absolument pas par une augmentation des recettes. Et ça paraît à la fois pas très souhaitable, parce que les dépenses publiques, elles financent des choses utiles, et ça paraît même pas très réaliste, parce que si on veut résorber le déficit, probablement qu'il faut passer en revue à la fois les baisses d'impôts précédentes et les dépenses publiques. Et ça, c'est un vrai choix politique. Vous l'assumez d'ailleurs, Michaël Zemmour, quand on se dit qu'il faut trouver des sous, soit on en dépense moins, soit on en gagne plus. Pour vous, il faudrait les chercher où? Il y a ce fameux mot de super profit qui a été lancé dans le débat public, sans qu'on sache d'ailleurs précisément ce que c'est. Donc je voudrais d'abord, que vous nous donniez la définition de ce que sont les super profits. L'autre mot qui a été utilisé, et est-ce qu'on parle de la même chose, c'est le mot de rente. On a Gabriel Attal qui a dit on pourrait taxer les rentes. Est-ce que c'est la même chose? De quoi on parle? C'est pas forcément la même chose. Les super profits, il y a des secteurs qui ont fait des taux de marge très importants suite à la crise du Covid. Le secteur de l'énergie, le secteur de l'agroalimentaire, qui, dans un contexte d'inflation, ont réussi à faire des marges encore plus importantes que d'habitude. Donc là, on a ce qu'on peut appeler des super profits et des choses qu'on peut taxer de manière exceptionnelle, y compris pour financer des dépenses publiques. Et puis, de manière générale, il y a eu des baisses d'impôts qui étaient justifiées selon le gouvernement en disant on va faire des baisses d'impôts, ça va dynamiser très fortement l'économie. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on a payé trop cher pour ce qu'on obtient. Vous pensez à quelle baisse d'impôts en particulier? Alors, par exemple, la baisse de l'impôt sur les sociétés, qui a coûté extrêmement cher, de l'ordre de 10 milliards par an, je crois. La baisse des impôts de production, ou même des baisses d'impôts sur les ménages dans leur ensemble, ou les ménages les plus aisés. La baisse de la taxe d'habitation sur les ménages riches, ça coûte très cher et ça dynamise pas beaucoup l'économie française. Et donc, ça serait intéressant de passer en revue ces baisses d'impôts, 50 milliards depuis 2017, pour voir lesquelles ont été utiles,
lesquels ne le sont pas. Utile au sens créer de la croissance, créer de l'emploi? On remplit leur objectif. S'il s'agit simplement de baisser les impôts pour objectif, les impôts ont baissé, y compris sur des ménages qui n'en avaient pas forcément besoin. Mais s'il s'agit de répondre aux défis, c'est-à-dire croissance, emploi, mais aussi transition écologique, on est sans doute passé à côté. Mickaël Zemmour, le mot de rente, je le disais, utilisé par Gabriel Attal, est-ce qu'on parle de la même chose? Alors, je ne sais pas ce que le Premier ministre entend par là. La rente en économie, c'est des revenus qui sont produits par une propriété, des revenus exceptionnels qui sont produits par une propriété, du simple fait de posséder quelque chose qu'on n'a pas forcément produit. Après, taxer la rente, si on le prend au sens large... Ça veut dire une rente immobilière, ça veut dire des entreprises qui, alors que la situation ne change pas, gagnent davantage. On parle de quoi, en fait? Alors, je ne sais pas ce que le Premier ministre entend. De manière générale... Il a dit ce mot sans expliquer encore précisément, mais vous-même, économiste, vous ne savez pas de quoi on parle. On pourrait taxer les revenus du patrimoine. Quand les taxer de manière plus importante, ils sont déjà taxés. Emmanuel Macron, en arrivant au pouvoir, a mis en place une sorte de bouclier fiscal, le prélèvement forfaitaire unique, qui fait que les revenus du patrimoine sont moins taxés à l'impôt sur le revenu que les revenus du travail. Donc il y a une baisse d'impôt sur les revenus du patrimoine par rapport au gouvernement Hollande qui avait augmenté cette imposition. Et donc on pourrait faire une partie du chemin en arrière et taxer davantage les revenus du patrimoine. Dans la période récente, on a constaté une augmentation du taux d'épargne. Ça veut dire que probablement les ménages qui ont le plus de moyens mettent de côté en ce moment. Et donc, là, il y a une source de revenus potentielle. Mickaël Zemmour, est-ce que le gouvernement a été sincère ou insincère? Est-ce que quand ils ont défini le projet de loi de finances, ils avaient ou non connaissance de cet état des dépenses? Ce qu'on peut dire, c'est que la prévision budgétaire du gouvernement était très optimiste par rapport à toutes les autres prévisions. Et donc, quand le gouvernement dit qu'il y a eu un dérapage et dit on va faire un plan d'économie de 10 milliards, il est un peu le seul surpris de ce dérapage. C'est-à-dire que personne n'attendait que... Est-ce qu'il surjoue la surprise? Souvent, le gouvernement a tendance à dramatiser. On l'avait vu pendant la réforme des retraites. Dramatisation, une solution proposée qui n'est pas mise en débat. De la même manière, le gouvernement dramatise la situation budgétaire et met en place un plan d'économie de 10 milliards qui ne met pas en débat à l'Assemblée nationale. Mais si je vous pose la question, Mickaël Zemmour, c'est aussi parce que ça a des conséquences politiques. C'est-à-dire que le fait de définir un budget, enfin chacun doit le faire dans son propre foyer, définir un budget en fonction de ce qu'on pense qu'on va gagner et de ce qu'on pense qu'on va dépenser. Est-ce qu'au moment où ils font ça, ce gouvernement n'est qu'optimiste ou est dans une forme de mensonge en se disant on va voir si ça passe? Un gouvernement peut avoir des bonnes raisons d'être optimiste de manière budgétaire, parce que si vous êtes trop pessimiste et que vous faites un budget trop serré, vous allez vous-même ralentir votre économie. Donc ça peut être une bonne raison pour un gouvernement d'être volontariste. Parce que c'est dynamique en quelque sorte. Parce que c'est dynamique. On a intérêt à prévoir que ça va aller mieux pour dépenser un peu plus et accélérer l'économie. Là où moi je comprends moins, c'est la question de la dramatisation et en catastrophe de mettre en place un plan d'économie de 10 milliards dont on ne connaît toujours pas très bien le contenu. Et puis un jour d'être un peu optimiste et de l'autre côté de même pas discuter les conditions de l'économie avec l'Assemblée nationale, ni le calendrier. Est-ce qu'il faut faire les économies tout de suite ou est-ce qu'il faut se donner du temps? Et c'est d'ailleurs là qu'on a ce feu contre feu avec Bruno Le Maire qui d'un côté, en effet, comme vous le dites, dramatise, dit soudain attention, ça ne va pas et il faut faire des économies immédiates et à moyen terme. Et puis on a Emmanuel Macron hier qui a l'air un peu d'engueuler tout le monde en disant mais enfin ça doit pas être la foire à la saucisse, il faut le calme des vieilles troupes, sous-entendu calmez-vous tous. Qui croire? Ça c'est plutôt des propos politiques. Mais par contre, encore une fois, dans le ça ne va pas, moi, quand je regarde la politique du gouvernement, j'ai pas l'impression que la priorité soit la réduction des déficits. La priorité du gouvernement est la réduction des impôts, d'une part, et il y a eu des baisses d'impôts, et de l'autre côté, à la réduction des dépenses publiques. Quand vous regardez le programme et la politique de Bruno Le Maire, on a l'impression qu'il a davantage une priorité à faire reculer les services publics, les dépenses sociales et les impôts, qu'à réduire le déficit public. Et on va y venir avec notamment la perspective d'une réforme, encore une réforme de l'assurance chômage. Je rappelle les chiffres. Bruno Le Maire dit qu'il faut 10 milliards cette année. Son ministre du Budget précise également qu'il faudra au minimum 20 milliards l'an prochain. Et pendant ce temps-là, la Cour des comptes, elle, évoque le chiffre de 50 milliards d'ici 2027. Pour ce qui est des chiffres, est-ce que vous êtes d'accord, Mickaël Zemmour ? Les chiffres, c'est un calendrier. Dire qu'il faut réduire le déficit, je suis d'accord.
Dire qu'il faut faire les économies très rapidement et dans des proportions importantes, je pense que ça peut se discuter. Et puis la troisième question, c'est comment on fait les économies. Et si c'est en réduisant, par exemple, les dépenses de l'assurance chômage ou les dépenses pour l'énergie, enfin, l'environnement, la transition énergétique ou l'éducation, là, je pense qu'il y a